Vendredi 15 septembre 2017, merci de nous préférer pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté prépare activement la deuxième édition de la SENACIP, la Semaine nationale de la citoyenneté. Le projet a été largement débattu ce vendredi par le gouvernement lors du tout premier Conseil des ministres après le retour des vacances. D'autres sujets comme la participation de la Guinée à la prochaine conférence des partis qui se tiendra à Bonn en Allemagne ont été également abordés. Le point avec Aboubakar Kondi. Après quelques semaines de vacances, le premier conseil des ministres s'est tenu ce vendredi 15 septembre 2017 sous l'égide, comme à l'accoutumée, du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Et l'un des sujets qui a été largement discuté lors de la rencontre est l'organisation du 1er au 7 novembre prochain de la deuxième édition de la Semaine nationale de la citoyenneté, un projet porté par le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Le ministre a rappelé les principaux objectifs de la SENACIP tels que précisés par la loi et qui sont notamment consolider la démocratie, l'état de droit et la culture de la paix, promouvoir une citoyenneté responsable pour forger la culture du civisme et sensibiliser et la tolérance chez nos compatriotes et renforcer notre idéal national, sensibiliser la population sur les valeurs cardinales du savoir-vivre ensemble, du respect réciproque, du respect des lois, des institutions et des droits et libertés des citoyens, renforcer la prise de conscience de chacun sur l'importance stratégique de la citoyenneté et de la paix pour la construction d'une nation démocratique, le développement socio-économique de la Guinée dans un environnement de paix sociale. Pour cette deuxième édition, le thème retenu est le citoyen dans la construction de la nation, avec pour slogan un peuple, une volonté, une nation. Une thématique qui doit être validée par un décret présidentiel. Première journée, mercredi 1er novembre, lancement officiel en direct avec synergie des radios privées et publiques dans les 33 préfectures du pays et à Conakry. L'ensemble des Guinéens sera invité à observer à partir de midi pile une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui se sont battus pour la liberté, l'indépendance et la démocratie dans notre pays, mais aussi pour la mémoire de toutes les victimes de violences politiques dans notre pays. L'ensemble des Guinéens sera également invité à chanter l'hymne national pour nous rappeler que nous devons aussi à la nation. Deuxième journée, le 3 novembre, conférences et débats, activités éducatives dans les écoles et universités, projection de films, promotion de la culture, du civisme, de la citoyenneté, de la promotion de l'idée de nation. Le montant total de l'événement s'élève à 8,503,500,000 francs guinéens. L'autre communication faite lors de ce premier conseil des ministres après les vacances est la participation de la Guinée à la prochaine conférence des partis COP23 prévue à Bonn en Allemagne. À ce niveau, les échanges ont porté sur les préparatifs de cette rencontre, des préparatifs dont la communication a été soutenue selon la ministre de l'Environnement par le FEM, Fonds mondial de l'environnement. La situation d'instabilité qui règne à Bokeh ces derniers jours inquiète bon nombre de citoyens, surtout les natifs de la région. C'est dans cette optique que plusieurs leaders politiques originaires de Kakandé ont fait ce vendredi une déclaration commune demandant le respect des accords conclus en avril dernier entre pouvoir et autochtones. Compte rendu Bamamadou Alpha. Des responsables politiques de l'Union démocratique de Guinée, accompagnés de ceux du parti groupe et celui de FND, ont fait savoir ce vendredi qu'ils suivent avec intérêt les événements qui secouent la préfecture de Bokeh. Des événements consécutifs à la réclamation des citoyens de la dite localité pour la fourniture régulière du courant électrique. Ces leaders politiques regrettent la situation qui prévaut actuellement dans la commune urbaine de Bokeh. Nous déplorons les pertes en vies humaines ainsi que les blessures et traumatismes qui ont résulté de ces violences entre les forces de l'ordre et la population qui revendiquait paisiblement son droit exclusif au courant électrique et à l'eau potable. Nous saisissons cette douloureuse occasion pour renouveler notre soutien inconditionnel et notre solidarité à la population de Bokeh dans ses revendications légitimes d'approvisionnement en électricité et en eau potable. Nous invitons le gouvernement à la proaction
et au respect scrupuleux de ses engagements. Ces politiques sollicitent par la même occasion l'assistance des bonnes volontés pour venir en aide aux familles des victimes. Ils invitent aussi les communautés locales de Bokeh de rester soudées afin de se mettre à l'abri des manipulations. Dembo Sila s'adresse aussi aux autorités. Nous lançons un appel pressant au gouvernement pour le retrait de toutes les forces de l'ordre dans les rues qui sont à l'origine des violences. Qu'il privilégie dorénavant à Bokeh la communication, le dialogue, la négociation et la médiation qui sont d'importants outils de base pour le règlement pacifique des conflits et qui constituent des alternatives à la violence pour les conflits dans les zones de régions minières. Nous demandons au gouvernement de prendre en compte dans les 1,5 milliard de dollars décaissables en 2017 la revendication légitime de la population de Bokeh en orientant au moins 500 millions de dollars en faveur de ces populations car l'essentiel de la matière première en échange avec les Chinois proviendra de Bokeh. Ce collectif promet d'ouvrir très prochainement un compte de soutien en faveur des victimes de ces violences. A rappeler que le bilan provisoire actuel fait état de 2 morts, plus de 60 blessés et des dégâts matériels importants. Et justement, Mamadou Alpha, sur cette situation de Bokeh, le gouvernement prévoit de faire une communication exceptionnelle là-dessus. C'est ce qui ressort d'un entretien entre le porte-parole du gouvernement et les hommes de médias. Dans mon temps, Albert Camara est au micro d'Aboubacar Kondé. Une réunion de mise au point a réuni tous les ministères concernés autour de cette question et les décisions ont été prises pour ramener le calme, ramener le courant et faire de telle sorte que cette situation ne se reproduise plus. Je pense que sur cette question précise, il y aura une communication particulière des ministères concernés. Mais depuis hier, depuis le début de la crise, il y a une cellule spécifique qui suit ce qui se passe à Bokeh. On a tout simplement été informé que des dispositions sont en train d'être prises pour amener le calme à Bokeh. Comme annoncé, la rentrée scolaire 2017-2018 a bel et bien démarré ce vendredi 15 septembre en Guinée. Mais dans les écoles et salles de classe, l'affluence n'était pas au rendez-vous. C'est un constat d'Aïssata Fofana. Peut-on dire que cette rentrée scolaire désormais fixée au 15 septembre est une réussite? En tout cas, dans les écoles, le constat révèle tout autre. Devant le regard impuissant des autorités de l'éducation de Dixine et de la délégation spéciale de la dite commune, les élèves au lycée Donka se comptaient au bout des doigts. Ils ont été une dizaine au total pour tout l'établissement à répondre présent ce vendredi matin. Une situation qui pousse le président de la délégation spéciale de Dixine à faire un appel aux absents du jour. Vous qui êtes venus, vous avez dépensé une certaine énergie pour être là, que vous bénéficiez quand même des cours de la journée. Je ne manquerai pas de vous dire, de faire appel à vos collègues, leur dire que les cours ont effectivement démarré, les cours vont démarrer, qu'ils viennent ou pas, les cours vont démarrer à partir du moment où l'autorité a donné le temps. Un appel soutenu aussi par Hassana Toubari, une élève en classe de 11e année qui, elle, a pu effectuer le déplacement pour ce premier jour d'école. On a toujours dit que les examens, c'est difficile. Si on ne vient pas suivre les débuts de cours, on ne peut pas faire les examens correctement. Alors je conseille à tous mes camarades de venir suivre les cours comme le ministre l'a dit, de respecter les heures et les dates qu'il a bien prévues. Pour la proviseure du dit lycée, cette date du 15 septembre pour l'ouverture des classes n'a pas été choisie au hasard. C'est en fonction des programmes. L'achèvement des programmes est incompressible. On ne peut pas faire à moitié les cours. Puisqu'on ne veut pas faire à moitié, il faudrait qu'on s'aligne un peu sur la sous-région où le volume horaire est respecté 100%. Donc il faudrait également qu'en Guinée, que les volumes horaires soient respectés. Du côté de l'élémentaire, à l'école primaire de Dixine Centre 1 et à l'école de Bellevue Tito, l'affluence, même si contrastée, était perceptible, ce qui réconforte la principale de Bellevue Tito. Au niveau de l'encadrement, tout le monde a presque répondu tout ce qui était programmé pour les cours. Seulement, les enfants sont venus en rang dispersé. Mais on a pu les récupérer pour les mettre en classe. Et nous avons ordonné aux enseignants
rentrer pour donner les cours. Quant au directeur communal de l'éducation de Dixine, il prévoit entreprendre des dispositions pour sensibiliser les parents d'élèves pour que la rentrée soit effective. Nous ferons en sorte que, au niveau des mosquées aujourd'hui, pendant les sermons, que nos grands imams puissent informer la communauté afin que les élèves soient sur la route dès demain. L'effectif sera-t-il pareil demain? Attendons de voir. Pas de démocratie sans presse objective et professionnelle, c'est sous ce thème que la Journée internationale de la démocratie a été célébrée ce vendredi à Conakry par l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée. Une table ronde qui a réuni des ambassadeurs, représentants d'institutions et acteurs de la société civile guinéenne. Compte rendu Oumar Sow. À travers une large diffusion des informations, les médias jouent un rôle important dans l'ancrage et la consolidation d'une démocratie. Selon le secrétaire général de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée, dans un passé récent, l'URTELGUI a prouvé que la presse reste et demeure un élément incontournable dans l'organisation des élections transparentes et crédibles. Raison de plus pour Aboubakar Kamara de dire que la presse est le socle de la démocratie. Convaincu du rôle important que les médias jouent dans une société démocratique, à cette occasion, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée, soucieuse de préserver et consolider les acquis démocratiques de la Guinée, célèbre cette journée autour du thème « Pas de démocratie sans presse objective et professionnelle ». À travers une table ronde, regroupant les institutions internationales et nationales afin de créer un climat d'échange et de partage qui puisse permettre à notre société de renforcer sa démocratie. Une table ronde qui a regroupé des personnalités qui interviennent dans le processus de démocratisation du pays. Une façon d'attirer leur attention pour initier des projets de formation à l'intention des journalistes afin de renforcer leurs capacités dans le traitement de l'information. Une rencontre au cours de laquelle l'ambassadeur du Japon en Guinée dit porter une attention particulière. C'était une réunion extrêmement studieuse et fructueuse, car on a parlé de l'importance de la média qui est à la base de la démocratie, car l'information diffusée, c'est la source de jugement du peuple pour décider quelque chose. L'ambassadeur de la paix en Guinée a insisté sur le fait que les médias doivent être accompagnés dans leur mission, en ce sens qu'ils constituent un pont entre les gouvernants et les gouvernés. Pour moi, cette journée, c'est important et nous devons vous accompagner par nos moyens et l'État doit vous accompagner. Toutes les organisations qui étaient là aujourd'hui, je pense que chacun est conscient de votre rôle, du rôle de la presse nationale, et sans la presse, il n'y a pas de démocratie, c'est clair, et sans la presse, il n'y a pas de liberté, sans la presse, il ne peut pas avoir vraiment le développement dans un pays. Célébré pour la première fois en Guinée, selon le secrétaire général de l'URTELGUI, le choix de cette journée du 15 a été fait par l'Organisation des Nations Unies. 2 présumés trafiquants de drogue sont tombés dans les filets du secrétariat général à la présidence chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Ils ont été officiellement présentés ce vendredi 15 septembre aux médias. Mariam Bailo. Le premier cas porte sur un trafic international de drogue pure, la cocaïne en provenance du Brésil, destination la Guinée-Bissau, via Casa avant d'atterrir en Guinée. Célestin Frédé, c'est son nom, a inhalé plus d'1 kilogramme de boules de cocaïne et le second, du nom de Dadi Camara, est un vendeur de cannabis qui a été interpellé dans la journée du 11 septembre avec 141 kg de cannabis dans le quartier Imbaya, commune de Matoto. Il a quitté le Brésil avec 1 kilo de cocaïne ingéré dans son bar. Il est venu au Maroc par le retard du vol qui devait quitter le Maroc. La Guinée a pris du retard. Il a eu de l'incontinence digestive. Ça, c'est dans notre verbe de police. Il a commencé à évacuer au Maroc. Donc, il a évacué une partie de ses marchandises, environ 42 bols. Donc, il a échappé à la police marocaine.
Mais arrivé en Guinée, les dispositifs que nous avons en place, nous ne disons pas que c'est efficace, c'est trop dire, mais rien ne nous échappe à l'heure là. Et le deuxième élément, ça c'est le cannabis. Il a été pris en flagrant délit dans la chambre, là où la drogue a été trouvée, là où cette quantité a été trouvée. Interrogé sur les faits, l'un des présumés auteurs éclate en sanglots. Demande pour nous si c'est lui qui a ingéré ces boules-là. Le colonel Moussa Tieboro Kamara, après avoir félicité la sécurité aéroportuaire, se lui réjouit de la saisie et en appelle par là même à la collaboration des responsables locaux afin de venir à bout du phénomène. Le monsieur pleure, il a raison, parce que c'est un crime international, le trafic de cocaïne. Vous savez, aujourd'hui, on parle de narcoterrorisme. Ça veut dire que les terroristes en partie sont financés à travers le fruit obtenu du trafic de drogue. Donc, ce monsieur, il est captivien d'après les documents qu'il a. Mais je ne crois pas, parce que c'est les gens qui peuvent détenir plusieurs passeports. Ils ont les moyens. On dit qu'il faut qu'il reste vraiment dynamique, qu'il reste vigilant, qu'il fasse en sorte que la Guinée ne retombe plus à notre qualification traditionnelle de plaque tournante. A rappeler que c'est la 4e saisie de porteurs incorporés de cocaïne au cours de l'année 2017. L'adolescence d'un être humain est l'incarnation de son enfance. C'est ce que nous laisse croire Vance Abissa dans son livre intitulé « Rattrapé par mon enfance ». Il décrit le caractère hargneux d'un chef d'entreprise ayant connu une enfance difficile. Une histoire qui reflète en partie la vie de l'auteur. Ça, à Luyombuno pour le compte-rendu. Au cœur du récit, un jeune appelé Willy, dans ce livre de moins d'une centaine de pages, Vance Abissa rappelle la tumultueuse enfance du personnage principal. Willy, on l'a dit, a perdu sa mère à la naissance. Il a été élevé par son père qui, en gros, dans sa manière d'éduquer et d'élever son enfant, le rendait un tout petit peu responsable de la mort de son épouse qu'il aimait fortement. Et donc, son père refusait même de financer ses études. Son père le battait, donc il subissait des sévices corporels. Willy était alors obligé de surmonter tous ces obstacles afin d'y arriver. En dépit de toute cette souffrance, Willy s'est frayé un chemin dans la société, il s'est battu. Il a essayé effectivement de faire toutes sortes de métiers pour financer ses études. Et à force de travail, il est devenu chef d'entreprise. Willy est chef d'entreprise, mais il est encore loin d'oublier son passé douloureux. Et il était un très mauvais patron, notamment en matière de gestion des hommes. Il percevait en fait en ses collaborateurs un peu son père, qu'il avait maltraité, qui ne lui donnait pas l'occasion de s'exprimer. Et donc on avait l'impression qu'à chaque fois, il voulait démontrer à ses collaborateurs qu'il est aujourd'hui autonome et qu'il devait justement prendre de la hauteur et qu'il devait être plus dictateur et qu'il devait justement être moins à l'écoute de ses collaborateurs. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement. Et donc il se vengeait un tout petit peu de son père en quelque sorte, mais sur ses collaborateurs. L'auteur conclut en rappelant la nécessité d'éduquer les enfants dans la douceur et dans l'amour. Cela pour, dit-il, favoriser leur épanouissement. Comme il est expliqué dans ce livre, nombreux sont des enfants en République de Guinée qui connaissent une enfance difficile, un manque d'affection à leur égard qui parfois les rend insupportables pendant leur adolescence. Souvent associée à des gangsters, l'attitude des Sud-Africains vis-à-vis des tatoueurs corporels change. Taz et Sibou Sissou sont deux jeunes tatoueurs du Soweto qui tentent de donner une nouvelle image à ce art qui séduit de plus en plus de jeunes Sud-Africains. Regardez. Une image, des inscriptions ou encore un visage. Les demandes sont à chaque fois différentes chez Sus Garden Crew. Taz et Sibou Sissou de Lamini ont ouvert leur salon de tatouage à Soweto en Afrique du Sud il y a 3 ans. Bien plus qu'une tendance, le tatouage est d'abord une histoire de passion. Je suis ici car j'ai fait un serment à ma femme quand elle était encore en vie. Elle voulait avoir un tatouage de moi sur sa poitrine et je voulais me faire un tatouage d'elle sur moi. Malheureusement, la mort l'a emmené trop tôt. Alors aujourd'hui, je lui fais honneur. Cependant, ce métier est parfois mal vu par la majorité des gens.
Ils sont souvent associés aux gangsters ou à des rituels sataniques. À Soweto, les artistes peuvent aisément exprimer leur art, contrairement à d'autres quartiers de Johannesburg, l'une des villes les plus dynamiques d'Afrique du Sud. Il y a eu un incident dans un taxi un jour. Ils m'ont fait sortir de la voiture en plein milieu d'une autoroute parce qu'ils disaient que j'étais satanique. C'est le pire qui m'est arrivé. Et par la suite, je suis parti dans ce quartier. Soweto est beaucoup plus réceptif au tatouage. Le tatouage tente aujourd'hui de se démocratiser en Afrique du Sud. Plus qu'un art, il est devenu une véritable culture et continue de séduire de plus en plus de jeunes. C'est bien un nouvel attentat, un nouvel acte terroriste qui a frappé Londres ce matin. Un engin artisanal a explosé dans une station métro dans l'ouest de la capitale britannique, blessant plusieurs personnes. La police recherche son auteur. Regardez. Des blessés évacués par les policiers britanniques. Londres plongé à nouveau ce matin dans l'épreuve terroriste. Des passagers sortent dans le calme de la rame de métro. Nous sommes à Parsons Green, au cœur de Londres. Dans cette voiture, peu avant 8h20, un incident s'est produit à l'heure de pointe. Une explosion d'origine terroriste, vraisemblablement due à ce récipient en flammes. C'est un passager qui filme. Oh, il y a ce sac qui est en flammes là. Selon la police, ce seau blanc contiendrait un engin explosif artisanal. Les témoins racontent. Il y a eu un mur de flammes dans la voiture après une explosion et les gens ont confirmé qu'ils avaient très clairement entendu une explosion. Quand les portes se sont ouvertes, les gens couraient sur le quai, dévalaient les escaliers, coincés par les barrières qui ne s'ouvraient pas. Il y a eu une énorme bousculade et les gens criaient. 18 personnes ont été hospitalisées, mais pas de blessures graves signalées. Beaucoup de passagers en état de choc. Cet homme publie sur les réseaux sociaux une photo de son crâne brûlé. Et la police britannique confirme que l'attaque est bel et bien terroriste. Nous traitons cette affaire comme un incident lié au terrorisme. C'est donc le commandement des services antiterroristes qui sera chargé de l'enquête. La police scientifique passe la rame de métro au peigne fin. La première ministre britannique Theresa May présidera cet après-midi une réunion d'urgence. Autre attaque djihadiste en Irak, le bilan n'est pas encore définitif, mais c'est l'attaque la plus sanglante de Daesh dans le pays depuis la reprise de Mossoul aux djihadistes en juillet dernier. Au moins 74 personnes ont été tuées et près d'une centaine blessées près de Nasiriyah, à 300 km de Bagdad. Suivez. Des corps et des carcasses de véhicules carbonisés éparpillés sur cette route du sud de l'Irak, près de la ville de Nasiriyah. Une voie empruntée par de nombreux pèlerins, irakiens mais aussi iraniens, menant en ville sainte chiite de Nadjaf et de Kerbala. Le bilan, encore provisoire, fait état de plus de 80 morts. Il y avait 4 bus de pèlerins iraniens. Des hommes sont montés dans les bus et ont tiré sur les passagers. D'autres étaient à bord de pick-up et visaient les passants. Des jeunes, des vieux, ils n'ont épargné personne. Une demi-douzaine de djihadistes qui étaient à bord de véhicules militaires volés. Ils ont aussi pénétré dans ce restaurant et lancé des grenades sur les convives. L'un des assaillants a déclenché sa ceinture d'explosifs. Les autres sont montés dans leur véhicule et se sont fait exploser à un point de contrôle. Ce double attentat, revendiqué par le groupe État islamique, est l'attaque la plus sanglante depuis la reprise des deux fiefs aux djihadistes, Mossoul et Tal Afar, en juillet et en août dernier. Elle survient au lendemain d'une visite du Premier ministre irakien à Nasiriyah, ville proche de l'attentat, dans une région de production pétrolière généralement épargnée par ce type de violence, car strictement quadrillée par les forces de sécurité. Direction Tokyo-Pékin, les Nations Unies ne se sont pas fait attendre après le nouveau tir de missile nord-coréen au-dessus du Japon. Condamnation virulente d'un côté et la convocation d'une réunion d'urgence de l'autre. Regardez. Lancement du missile.
Un missile semble avoir été tiré depuis la Corée du Nord. Mettez-vous à l'abri dans un bâtiment ou un sous-sol. Sirène dans la rue, message sur les téléphones portables, programme télé interrompu. À 7h06 heure locale, le système d'alerte nationale a été déclenché dans plusieurs régions du Japon. C'est le 3e tir de missile nord-coréen en moins de 3 semaines. Et pour la 2e fois, l'île d'Hokkaido dans le nord de l'archipel a été survolée. Et la crainte est d'autant plus grande qu'il y a 6 jours, ce serait bien une bombe H thermonucléaire qu'ont testé les Nord-Coréens. L'alerte passée, les Japonais ont repris le chemin du travail. L'information faisait déjà la une des journaux. Je ressens vraiment une menace dans mon quotidien. Ça met nos vies en danger. J'aimerais qu'ils arrêtent tout ça. Le missile se serait abîmé en mer à 2000 km à l'est d'Hokkaido. Ce nouveau tir semble être la réponse de Pyongyang aux sanctions décidées cette semaine par les Nations Unies et l'Union européenne à l'encontre de la Corée du Nord. En visite en Inde, le Premier ministre Shinzo Abe a écourté son voyage. Il lance un nouvel appel à la communauté internationale. Nous ne pouvons absolument pas accepter ces provocations. La communauté internationale doit envoyer un message clair à la Corée du Nord qu'elle menace la paix mondiale avec ses actions. Il est maintenant temps de se réunir et les dernières sanctions doivent être imposées intégralement. La Corée du Sud a aussitôt réagi par un exercice de tir de missiles en mer orientale. Les États-Unis, eux, demandent à la Russie et la Chine de mettre en place un embargo sur le pétrole et la main-d'œuvre. L'OTAN réclame une réponse mondiale. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce vendredi en urgence à 19h, temps universel. Et c'est la fin de cette grande édition d'information. L'info continue sur le www.tamtamguinée.com. Bonne soirée.